Ok, aujourd'hui on va voir les presque entiers. Alors on va essayer de définir ce que c'est que des presque entiers. Bon, on s'en doute, on sait que Ramanujan s'était intéressé à ces nombres presque entiers et leurs propriétés assez fascinantes. On ne va pas regarder les presque entiers dans leur généralité, on va regarder quelque chose de particulier, c'est-à-dire des suites géométriques réelles qui vont être des suites qu'on va appeler des suites de presque entiers parce que elles ressemblent, elles sont très très proches hein, d'entiers. Ça va être des suites où à un moment, à partir d'un certain n, on va avoir des entiers, mais 0,00001 ou 0,99999, 7, etc. Bon, on va quand même faire une définition de ça. Et d'abord, de remarquer, comme on l'a fait dans une vidéo précédente, que si on prend alpha égale phi, le nombre d'or, c'est-à-dire la racine strictement positive de x2 moins x moins 1, dont je vous rappelle que c'est 1 plus racine de 5 sur 2, hein, bien sûr, et si on prend le nombre plastique, psi, c'est-à-dire la seule racine réelle de x3 moins x moins 1, hein, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule racine réelle, parce que le discriminant, parce que 4p cube plus 27q2, ici, était strictement positif, eh bien, ça va vérifier que la suite géométrique de raison alpha est une suite de presque entiers. C'est-à-dire, faites-le avec votre calculette et vous allez voir ce qui se passe. Alors, ici, l'explication était simple. Vous prenez phi, la racine strictement positive de ça, et vous prenez phi prime, sa conjuguée, c'est-à-dire l'autre racine, qu'on appelle conjuguée hein, dans un certain contexte de gallois. Ici, vous avez forcément le produit des racines phi prime est égal à moins 1 sur 1. Vous remarquerez que ce polynôme-là et celui-ci, donc ces polynômes sont entiers et unitaires. Hein. C'est ce qui va faire que ici, on va avoir un entier. Mais bon, là, l'entier, c'est surtout que c'est moins 1. Et étant donné que phi prime égale moins 1 et que phi est strictement supérieur à 1, c'est vite vu, alors phi prime en valeur absolue va être inférieur à 1. Ce qui va faire que quand on va calculer Sn qui est égal à phi puissance n plus phi prime puissance n, Sn, bon, somme de Newton, eh bien ça, on sait que ça appartient à Z. Alors, ça appartient à Z pour plusieurs raisons, on va en voir une tout à l'heure. Là, pour l'instant, on peut imaginer que ça appartient à Z. On va dire que c'est un polynôme symétrique des racines à coefficient dans Z. Et donc, forcément, il s'écrit, il y a un théorème qui dit qu'il s'écrit comme polynôme en les polynômes symétriques élémentaires à coefficient dans Z. Mais les polynômes symétriques élémentaires, ce sont des entiers, parce que ce sont les coefficients de ce polynôme divisés par celui-ci qui est par le coefficient principal, et comme le polynôme est unitaire, donc on va avoir des entiers. Donc ça veut dire que Sn est un entier, toujours. Et donc ça veut dire que phi puissance n va être une suite de presque entiers, parce que ça va tendre vers 0. Voilà. Pareil, pour psi, on avait vu que psi avait pour conjuguer alpha et alpha bar, donc c'est-à-dire ce sont les deux autres racines de ce polynôme-là, et psi qui valait à peu près 1,3. Oui, hein, regardez bien cette vidéo, elle est assez amusante parce que après je me suis amusé à vérifier si mes pièces étaient dans la proportion hein, de ce nombre-là. Voilà, bah vous regardez chez vous, c'est quand même assez intéressant de voir quelle est la divine proportion d'une pièce. Alors, ici, pareil, vous allez avoir Sn, ben, ça va être la somme des puissances n des racines, psi n plus alpha bar n, et de la même manière, on va avoir alpha
en module, cette fois-ci, parce que c'est des complexes ici, est strictement inférieur à 1. Et donc ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Et donc ça tendra vers 0. Ce qui va faire que psi n va être une suite de presque entier. Voilà. Alors je vous ai promis une autre preuve. Il y a les identités de Newton qui sont convaincantes. Plutôt qu'aller chercher ce grand théorème général des polynômes symétriques sur Z, on a quelque chose d'un petit peu plus proche de l'homme de la rue. Ce sont les identités de Newton. Donc vous prenez Sn, donc vous prenez R variable, x1 jusqu'à xr. Donc vous allez avoir Sn, vous définissez x1 puissance n jusqu'à plus xr puissance n. Alors n positif ou nul, donc entre autres pour S0, vous allez avoir R. Et EI, les polynômes symétriques élémentaires en les racines. D'accord? Donc qui sont des sommes de produits de degré i voilà, de ces racines. Et on a Sn égale, voilà les identités de Newton, E1 Sn-1 moins E2 Sn-2 plus E3 Sn-3, etc., etc. Alors ça, vous pouvez l'obtenir facilement, c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie, vous pouvez l'obtenir avec Cayley-Hamilton, en passant toujours par... Donc vous prenez le polynôme unitaire qui a ceci pour racine, et vous prenez, comme d'habitude, sa matrice compagnon, ensuite vous appliquez Cayley-Hamilton, et vous allez tirer de là les identités de Newton. Bon, je vous dis, c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie. Alors là, à partir de là, ça devient assez clair. Les polynômes symétriques élémentaires, ce sont au signe près les coefficients du polynôme dont sont issus les xi. Donc si le polynôme est unitaire et à coefficient dans z, il faut les deux, alors vous allez avoir par récurrence que Sn est bien à coefficient dans z. D'accord ? Voilà. C'est une récurrence très simple. S0, évidemment. S1, S1, ça va être égal à E1. Et puis après, S2, ça va être égal à E1, S1, moins E2, S0, c'est-à-dire 2, E2, voilà, etc., etc. Et donc, S2 va être dans Z, et puis, etc. Tout va être dans Z par récurrence. Voilà. Alors, maintenant, il est temps de définir ce que c'est qu'une suite de presque entier. Quand on va avoir une suite UN, on va décomposer cette suite en somme de deux suites, une suite AN d'entier et une suite epsilon n d'approximation de l'entier. Et donc, on peut décomposer en AN égale on peut décomposer en AN plus epsilon n avec AN dans Z et epsilon n qui, en valeur absolue, est inférieur à 1,5. Alors, peut-être que si on disait epsilon n inférieur ou égal à 1,5, mais strictement supérieur à moins 1,5, vous voyez, ou l'inverse, bon, par exemple, on va choisir ça, et là, on a unicité de la décomposition. Parce que pour 1,5, on ne sait pas vers quel entier se pencher, donc il n'y a pas unicité. Mais si on décide que c'est voilà, que c'est inférieur à 1,5, donc quand ce sera 1,5, ça voudra dire que forcément, on ira vers l'entier inférieur. Ceci. Voilà, et donc on va dire que UN est une suite de presque entiers. Si, alors vous voyez, si et seulement si par définition, on va dire, donc parce que ça c'est une définition, si et seulement si, la limite de epsilon n quand n tend vers plus l'infini égale 0. Donc voilà, la question est la suivante. Quand une suite géométrique de réels est-elle une suite de presque entier? Donc vous allez me dire, si une suite géométrique est de raison strictement inférieure à 1 en valeur absolue, alors
ça va marcher, ça va être une suite de presque entiers parce que ça va tendre vers 0. Hein, donc forcément, AN va être égal à 0. Donc ça, c'est pas intéressant. On va s'intéresser aux suites telles que AN est supérieur à 1, parce que sinon le reste n'est pas intéressant, ça ne va pas nous donner des propriétés particulières de nombres, hein, de théorie des nombres. Voilà, donc on va se poser maintenant la question, quelles sont les suites géométriques réelles de raisons plus grandes que 1 qui sont des suites de presque entiers. Et là, on va voir que la raison ne peut pas être n'importe quoi, et ça va être ce qu'on va appeler les nombres de Piso. Donc, par définition, ce qu'on va appeler un nombre de Piso, ça y est, on est chaud, on est suffisamment motivé là-dessus, ça va être un réel alpha supérieur à 1, qui est racine d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z. Voilà. Mais, donc, ce qu'on appelle un entier algébrique. Bon, à part qu'un entier algébrique n'est pas forcément réel, mais à part ça, c'est un réel qui est un entier algébrique. Mais donc les autres racines du polynôme, donc je vais poser alpha 1, ben, ce sera alpha, et alpha 2 jusqu'à alpha r, ce sont les autres racines. Ce qu'on veut, c'est que les autres racines soient de modules strictement inférieurs. Voilà. Et là maintenant, ça y est, on a notre proposition. Si alpha est un nombre de Piso, alors la suite géométrique alpha puissance n est une suite géométrique de presque entier. Regardez pourquoi. Bon, là, je pense qu'à ce stade, vous devez être convaincu de ça, mais je ne me lasse pas de cette petite preuve. Encore une troisième preuve, hein, je vous ai donné une preuve du caractère entier des sommes de Newton par le théorème fondamental des polynômes symétriques, par aussi une deuxième preuve par les identités de Newton, et là, vous avez la fameuse troisième preuve, très à la mode avec les matrices compagnons. Si vous prenez P, ce polynôme unitaire, là, ici, qui a un coefficient dans Z, donc les AI sont dans Z, et il est unitaire, d'accord? Alors, on regarde la matrice compagnon CP. Bon, d'accord, vous pouvez prendre la matrice compagnon ou sa transposée, hein, de toute façon, ça revient au même. Vous mettez des 1 sur la surdiagonale, et là, vous mettez moins A0 jusqu'à moins AR-1. Bon, elle est faite pour être, pour polynôme caractéristique P, hein, donc finalement, c'est une réciproque, quoi, une section inverse de l'application qui a une matrice associe son polynôme caractéristique, et donc ses valeurs propres, c'est exactement les alpha i de 1 à r. Donc elle va être trigonalisable avec les alpha i sur la diagonale, ce qui va faire que quand on va prendre la trace de Cp puissance n, ben ça va bien être la somme des alpha i puissance n. Mais comme Cp est un coefficient entier, par hypothèse, ben Cp puissance n est un coefficient entier, et la trace de Cp puissance n est un coefficient dans Z. Si vous voulez, vous avez que cette somme est entière. Donc maintenant, ça veut dire que alpha 1 puissance n, je passe ça de l'autre côté, ben ça va être cette trace qui est dans Z, hein, et plus un epsilon n, puisque on a un nombre de Piso, et donc le module des alpha i est strictement inférieur à 1, et ici, on va avoir quelque chose d'epsilonesque. Comme on a quelque chose d'epsilonesque, bon ben voilà, vous allez avoir, à partir d'un certain rang, pour n assez grand, ce epsilon qui va être inférieur à 1,5, et même strictement inférieur à 1,5, ce qui va faire que, effectivement, ça va se décomposer, alpha 1, c'est-à-dire alpha puissance n, va se décomposer en ce an plus epsilon n, avec epsilon n égale ceci, qui va évidemment tendre vers 0 à cause de cette condition. Voilà. Maintenant, bon, on va momentanément arrêter là, mais dans la prochaine vidéo, on montrera une réciproque, parce que c'est ça qui est fort, c'est de voir que à partir du moment où on a une suite géométrique de presque entier, alors, avec une hypothèse supplémentaire quand même, on va avoir un nombre de Piso. Voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose de joli, parce qu'on rencontre une famille de nombres, de nombres algébriques, qui ont des propriétés assez fascinantes, qu'on passera en revue. Alors, ce qu'on a vu là, c'est qu'il y avait, à l'instar du nombre d'or, du nombre plastique, qui lui est en degré 3, alors que le nombre d'or est plutôt en degré 2, hein.
il y avait une propriété des nombres intéressante qui était finalement, qui peut se résumer à être un entier algébrique réel, donc être racine d'un polynôme unitaire sur Z, avec pour autre racine de ce même polynôme uniquement des éléments, des complexes, de modules strictement inférieurs à 1. Et il faut que le réel soit, lui, supérieur à 1, évidemment, pour que ce soit intéressant. Alors, ça, ces nombres-là, on a appelé ça les nombres de Piso. Alors, pour la motivation, je parlerai d'approximation diophantienne. D'accord ? Voilà, les nombres de Piso peuvent être utiles dans les approximations diophantiennes. Regardons ça. On va prendre un nombre comme racine de 10. D'accord ? Qui, bon, lui, c'est un entier algébrique. Hein. Il est racine de x2 moins 10, mais ce n'est pas un nombre de Piso. Racine de 10 sont conjuguées dans le polynôme x2 moins 10, et ben, ça va être moins racine de 10. Et moins racine de 10 n'est pas de module strictement inférieur à 1. Donc, si on veut une approximation rationnelle, donc c'est ce que j'appelle une approximation diophantienne, si on veut une approximation rationnelle de racine de 10, vous allez me dire, il y a d'autres moyens, mais, bien sûr, mais bon, là on va voir une méthode assez générale. Ici, vous prenez dans le corps Q de racine de 10, vous allez trouver un nombre de Piso. Et là, bon, ben, j'affirme qu'il y a un nombre de Piso, il y en a d'autres, hein, mais il y en a un, c'est 3 plus racine de 10. Alors pourquoi c'est un nombre de Piso? Ben parce qu'il est racine de x2 moins 6x moins 1. Bon, vous le vérifiez, c'est pas difficile, hein, parce que son conjugué, ça va être 3 moins racine de 10. Et donc la somme, ça fait 6. Le produit, ça fait 9 moins 10, ça fait moins 1. Donc hein, vous connaissez la formule. Alors, donc voilà son conjugué. Et lui, son conjugué, évidemment, puisque le produit fait moins 1, et que lui est strictement supérieur à 1, eh bien, son conjugué va être de valeur absolue strictement inférieure à 1. D'accord ? Donc, lui, ça y est, on m'a montré, tout bêtement, que lui, c'est un nombre de Piso. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que quand je vais prendre ces puissances, ça va être des presque entiers. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, hein, d'accord ? Prenez juste la puissance 3, après si vous prenez la puissance 20, évidemment, c'est énorme. Mais la puissance 3, vous pouvez faire encore les calculs avec vos petits doigts. Et puis, vous, ici, hein, vous voyez bien, quand vous allez développer 3 plus racine de 10 au cube, eh bien, vous allez utiliser le binôme de Newton. Et ici, vous allez avoir 117 plus 37 racine de 10. Bon, très facile à obtenir. Et d'autre part, bah, ça va être à peu près, ça va être un presque entier, et vous pouvez vérifier que c'est presque 234. Hein, d'accord, ça, c'est parce que c'est un nombre de Piso, hein, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein, ce truc-là, parce que plus vous prenez des puissances grandes, plus ça va être proche d'un entier. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Alors, ça veut dire, regardez, vous avez une presque égalité, on va dire. Donc, on fait 234 moins 117, tiens, ça fait 117, encore une fois, et divisé par 37. Donc, on a une approximation de racine de 10 de 117 sur 37. Voilà. On peut, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, prenons bêta égale racine cubique de 2. Donc, Q de bêta, donc ça c'est un nombre, c'est un entier, hein, même algébrique réel, racine de x3 moins 2, et on a Q de bêta, hein, d'accord. Et dans Q de bêta, imaginons qu'on trouve un nombre de Piso. Alors lui, ce n'est pas un nombre de Piso, hein, parce que ses conjugués sont J racine cubique de 2 et J2 racine cubique de 2, donc ces copains de galère, là, qui sont dans la même équation, x2 x cube moins 2. Imaginons qu'on ait un nombre de Piso, donc
qui est de la forme A plus B bêta plus C bêta 2, puis après les bêta 3, ben, c'est égal à... C'est un entier, donc c'est là-dedans. Alors avec A, B, C entier, d'accord? Et supposons que ce soit un nombre de Piso. Supposons qu'on en ait trouvé un. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir le mettre à une certaine puissance n, donc AN. Donc, quand je vais mettre ça à la puissance n, ben, ça va rester dans Q de bêta, donc ça va s'écrire encore dans la base 1 bêta bêta 2, hein, parce que bêta est d'ordre 3, donc ici, vous allez avoir un nombre AN plus BN bêta plus CN bêta 2 qui va être égal à ce même nombre A plus B bêta plus C bêta 2 puissance n, et ça va être un certain nombre à n qui va être un presque entier, d'accord? Et n plus 1, pareil, vous faites pareil avec n plus 1, donc là vous avez des entiers, hein, toujours pareil, et là ça va être puissance n plus 1, et donc ça va être presque un entier à n plus 1, d'accord? Donc c'est comme tout à l'heure avec racine de 10, sauf que vous avez deux équations au lieu d'une, et vous allez en extraire une presque égalité, hein, en fait, pour bêta et bêta 2 vont être à peu près égaux à un certain B et là un certain C, qui va être un rationnel, parce qu'on va diviser par quelque chose. Donc ici, on va avoir une approximation de bêta, donc de racine cubique de 2 et de bêta 2, par des rationnels en résolvant une équation. Donc voilà pour la motivation dans les approximations diophantiennes. Hein, on comprend pourquoi ça nous intéresse, les nombres de Piso. Alors maintenant, il nous faut, pour être bien motivé, que la théorie est actuellement très solide, hein, donc voilà. Donc il y a un théorème de Piso, et puis il y a un autre mathématicien que j'arriverai pas, indien, que j'arriverai pas à prononcer, mais si vous tapez sur Wikipédia nombre de Piso, vous allez tomber dessus. Eh bien, soit alpha, un nombre algébrique réel, d'accord? Donc on part d'un nombre algébrique. Alors un nombre algébrique, d'accord, ça veut dire que il est racine d'un polynôme à coefficient dans Q. Voilà. C'est tout. Et donc c'est un réel, racine d'un polynôme à coefficient dans Q. Donc on est quand même loin de ce qu'on appelle l'entier algébrique, qui doit être racine d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z. Unitaire à coefficient dans Z. Alors, on suppose qu'il existe lambda, évidemment non nul, tel que lambda alpha n est presque entière. Donc ça, c'est cette suite géométrique. Mais cette fois-ci, le premier terme, lambda, est presque entière. Alors presque entière, on avait dit que hein, ça va se décomposer en un entier, plus un epsilon n, qui est plus petit que 1,5, d'accord, en valeur absolue. Eh bien, voilà, eh bien, il faut que ce epsilon n, la suite epsilon n, tende vers 0. Hein. C'est ça ce qu'on appelle presque entier, on l'a défini dans la vidéo d'avant. Alors, alpha est un nombre de Piso, d'accord? Donc ça, c'est la réciproque de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc dans la vidéo précédente. On avait vu que si alpha était un nombre de Piso, alors, bah oui, il existait lambda, puisque lambda est égal à 1, alors alpha puissance n était une suite de presque entier. D'accord? On avait montré, c'était tout simple, avec les sommes de Newton. Voilà. Maintenant, on se paye le luxe d'avoir en plus lambda qui est forcément dans Q de alpha. Et là, si vous vous rappelez avec le nombre d'or, ça fait sens, parce qu'on avait montré que si phi est le nombre d'or, phi puissance n, ben, c'était une suite de presque entier, hein, d'accord? C'est une suite géométrique de presque entier, ça normal, mais on en avait trouvé une autre, c'était phi puissance n, le tout sur racine de 5.
Donc vous voyez que vous avez lambda égale 1 sur racine de 5, qui est presque entier. Et vous voyez que ce 1 sur racine de 5 n'est pas innocent. Il est bien dans Q de phi, là, puisque notre nombre de Piso, c'est phi. Puisque phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, vous allez facilement obtenir racine de 5 dans Q de phi, et évidemment 1 sur racine de 5. Donc voilà le théorème de Piso et son illustration avec le nombre d'or. Bon, c'est une réciproque qui est agréable à prouver, parce qu'on passe... Bon, ce n'est pas des lemmes trop particuliers, c'est des lemmes qui peuvent nous servir un petit peu partout. Entre autres, on utilise la résolution, vous voyez bien, ici, ça c'est utile, c'est quelque chose d'assez récurrent dans ces nombres de Piso, la résolution de ce qu'on va appeler un système de Van der Monde. Voilà. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et maintenant, là, un autre théorème de motivation, et là, celui-là, il est important, parce que maintenant qu'on a une caractérisation, pour la motivation, il faut qu'il y en ait... En fait, c'est toujours comme ça en maths, il faut qu'il n'y en ait pas trop pour que ce soit rare, pour que ce soit bien caractérisé, d'accord? Mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit intéressant dans la pratique, pour les approximations diophantiennes en l'occurrence. Alors là, c'est la belle caractérisation, voilà. Et là, c'est oui, il y en a suffisamment. Donc, regardez ce joli théorème. On va prendre bêta un nombre algébrique, là c'est racine cubique de 2, si vous voulez. Réel, paf. Alors, il existe un nombre de Piso, alpha, qui engendre Q de bêta en tant que corps. Donc ça veut dire que, en gros, l'existence de ce nombre de Piso là va toujours être assurée. Voilà. Donc ça, il n'y a pas plus joli. Donc je pense que vous êtes parti maintenant, vous êtes bien motivé pour l'épreuve de ces théorèmes qui sont assez sympathiques et assez instructifs. Alors, on va commencer par un petit exercice. En fait, le contexte, c'est que on veut caractériser les nombres de Piso, ces nombres qui sont racines d'un polynôme entier unitaire, avec les autres racines qui sont de modules strictement inférieurs à 1, et ce nombre est réel, strictement supérieur à 1. Voilà. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 1. On peut dire que 1 est un nombre de Piso. Okay. Donc, on veut caractériser ça, et bon, on a vu que il y avait une caractérisation possible, en tout cas déjà un début, une implication, qu'un nombre de Piso, forcément, quand on va prendre la suite géométrique de premier terme 1 et de raison ce nombre de Piso, on va obtenir une suite de presque entier. Une suite de presque entier, c'est juste une suite de réels tels que modulo z, c'est-à-dire dans R sur z, elle tend vers 0. Ça veut dire qu'en tant que suite de réels, elle va coller avec une suite d'entiers, finalement. Alors, pour montrer une réciproque de ça, on va passer par une preuve qui est un petit peu tarabiscotée, mais chaque étape est instructive, chaque étape peut apprendre quelque chose pour un agrégatif, pour un agrégé, pour un mathématicien même confirmé. Vous allez voir. On va commencer déjà par ce petit exercice. A priori, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Vous prenez un polynôme ici dans z de x. Alors, il n'est pas unitaire, celui-ci. Mais c'est un polynôme coefficient dans z. On va appeler alpha i de 1 à r les racines. On va supposer qu'elles sont 2 à 2 distinctes. Et on veut résoudre ce système-là. Alors en inconnu, x1 jusqu'à xr, voilà les xi, d'accord? Vous reconnaissez ce qu'on pourrait appeler un système de Van der Monde, c'est-à-dire que la matrice ici du système, c'est une matrice de Van der Monde avec des 1 ici. Voilà. Et on veut résoudre ça, et on veut le résoudre dans un cadre général, c'est-à-dire qu'ici, je mets des Y, une colonne grand Y quelconque. Bon,
Et j'affirme que, bon, si on veut trouver x indice j, eh bien on a x indice j, c'est 1 sur delta j, si vous voulez, delta j va être non nul, somme de certains coefficients bêta jk, yk. Alors delta j, voilà, est donné ici juste en fonction de alpha j et al. Donc L va aller de 0 à R, voilà ici. Si vous voulez, ça veut dire que delta J, ici, il appartient à Z de alpha J. Voilà, ce qui peut paraître assez surprenant, hein, d'accord, que les autres alphas ont disparu. Il y a juste alpha J pour XJ. Voilà. Et ici, vous avez bêta JK qui est égal à une somme, ici, pour L compris entre K, strictement compris entre K et inférieur ou égal à L, de ceci, toujours alpha J, et ça appartient à encore Z de alpha J. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Donc ici, on a les coefficients A, qui étaient les coefficients du polynôme de départ, okay, et ce alpha J, qui est une des racines, là. Voilà. Alors, une information qui peut paraître étonnante, c'est que xj s'écrit comme quotient de deux polynômes à coefficient entier en alpha j. Voilà. Alors, comment on montre ça? Généralement, bon, on va dire un étudiant, un bon étudiant hein, en licence, connaît, a rencontré la matrice de Van der Monde. Il sait calculer son déterminant. Le déterminant de Van der Monde, c'est le produit ici des, on va dire, des alpha j moins alpha i pour i strictement inférieur à j. Voilà. Alors, autant les étudiants connaissent ce déterminant, mais généralement ne savent pas inverser une matrice de Van der Monde. Et ça, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile. Et vous voyez que ce résultat un petit peu complexe, revient à inverser une matrice de Van der Monde. Et une matrice de Van der Monde, l'inverser, c'est quand même pas facile. Alors, pour résoudre ce système, l'idée géniale, c'est de transposer. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez ce système, c'est un système général, parce que le membre de droite est un membre général, donc résoudre ce système revient à inverser cette matrice de Van der Monde, dont on sait qu'elle est inversible. Mais inverser une matrice revient à inverser sa transposée. Donc ça revient à résoudre le système général transposé. Donc j'écris le système, hein, un système équivalent. Attention, les xi et les yi ne sont pas les mêmes ici, hein, ça ne veut pas dire on trouve les mêmes solutions. Mais je dis que ça revient à résoudre ça. Voilà. Et là, ici, on a la matrice transposée. À quoi ça sert de transposer la matrice? C'est que cette fois-ci, quand on va multiplier cette matrice-là par cette colonne-là, eh ben, on va obtenir un certain P de alpha j, où P c'est le polynôme dont les coefficients sont les xi. Là, j'ai ordonné, j'ai renuméroté ici avec des x0 et r-1, c'était mieux. Et à quoi ça sert de finalement d'obtenir des polynômes? Parce que c'est ça qui est intéressant, bah, c'est que les polynômes, ici on était dans un espace vectoriel, alors que là on est dans un anneau de polynômes. Donc on a une structure supplémentaire qui est la multiplication. Et cette multiplication va nous apporter une solution bien connue, celle qu'on appelle des polynômes interpolateurs de Lagrange. C'est-à-dire que ce problème-là, puisque les alpha i et j ont été supposés distincts, et ben, ça possède cette solution-là, pardon, ici c'est yj, et voici la solution. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez xi, eh bien, ou xj, ben, il faut connaître le terme en grand X puissance j là-dedans. D'accord? Il faut aller le chercher. Alors, pour aller le chercher, eh bien, donc là vous reconnaissez, hein,
c'est la formule des polynômes interpolateurs de Lagrange, hein, que tout le monde doit bien connaître. Et ici, vous avez, là, je vais remplacer lui par, ça se produit à un facteur AR près, c'est juste f de x divisé par x moins alpha j, puisqu'on n'a pas pris le terme en x moins alpha j. Voilà. Donc j'ai pas mis le terme AR ici, parce qu'il va s'éliminer ici, parce que ici, qu'est-ce que c'est que ce produit de alpha j moins alpha k pour k différent de j? Eh bien, vous factorisez f avec les racines, vous dérivez et vous évaluez en alpha j, et vous allez tomber là-dessus avec encore ce AR près, qui va du coup s'annuler, hein, s'éliminer. Et donc, voilà la formule. Donc maintenant, on arrive à comprendre que les x ici s'écrivent uniquement en termes de alpha j. Alors que ici, il y avait des alpha k différents de j partout. Mais à partir du moment où f est un coefficient dans z, ici, et ben ça y est, c'est là qu'un certain miracle, que la théorie de Galois peut prédire. Ceux qui connaissent un petit peu la théorie de Galois peuvent essayer de s'amuser à en déduire, à montrer sans calcul, que l'élimination des alpha k différents de j, c'était incontournable, il devait s'éliminer. Mais maintenant, si on veut le faire, et là, c'est comme ça qu'on peut le faire. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à comprendre ce quotient. On sait que, en tant que polynôme, regardez, x moins alpha j divise f de x, et même comme ici, on a un polynôme unitaire, on va avoir que des coefficients dans z de alpha j quand on va effectuer la division euclidienne. Alors, je vais vous donner une petite formule, et puis après, on dira qu'on a résolu ce problème. Alors là maintenant, pour trouver les solutions de notre système, mais transposées, on est passé par les polynômes interpolateurs de Lagrange, que l'on a réarrangé comme ceci. Alors ici, je mets f' de alpha j. Il me semble que j'avais fait une typo, j'avais mis p'. Et ici, voilà, toujours j de 0r-1. Et ici, pour obtenir les solutions du système, il suffit ici d'obtenir les coefficients en x, c'est-à-dire de diviser, d'effectuer la division euclidienne de f de x par x moins alpha j. Et c'est là qu'on tombe sur une identité remarquable, bon, je pense à bien connaître, parce que tout le monde sait qu'un polynôme a pour racine alpha si et seulement si x moins alpha divise ce polynôme, mais que vaut le quotient, Alors le quotient, ici, donc vous avez le polynôme qui est ici, il vaut AR, XR-1 plus AR-1 plus alpha AR, XR-2, etc. Et voilà la forme générale d'un coefficient en XJ. Vous voyez, vous partez de AJ plus 1, il y a un petit décalage à cause du fait qu'on est descendu d'un degré, et puis après, vous évaluez en alpha, mais un polynôme qui a été décalé. Voilà. Ce qui fait que quand on arrive au terme de degré 0, ici, on a presque le polynôme, mais si on regarde le reste, donc là ça va être la dernière étape, et là on a le polynôme évalué en alpha, donc évidemment ça fait 0, puisque alpha est racine. Mais si alpha n'avait pas été racine, on aurait quand même une identité remarquable pour tout alpha, où alpha n'est pas forcément racine. Donc ça vaut le coup d'avoir ça dans sa musette. Voilà, donc, bon, en gros, ceci va nous donner des formules pour inverser une matrice de Vandermonde transposée par rapport à ce qu'elle était au départ, et puis ensuite, vous inversez
votre matrice, et ça va donner les solutions qui ont été annoncées. Peut-être ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce phénomène incroyable que ici, avec les AI dans Z, alors la solution unique évidemment xj, pour un j fixé, ne dépend que de alpha j. C'est-à-dire que c'est un polynôme à coefficient dans Q que de alpha j. Donc, je conseille de faire un exercice à ceux qui connaissent un peu la théorie de Galois, de voir que la théorie de Galois prévoyait, juste avec la correspondance de Galois, en écrivant les alphas, je pense qu'il faut écrire les alphas comme des indéterminés pour que ce soit plus simple, faire travailler en générique, mais ceux qui connaissent un peu la théorie de Galois peuvent essayer de montrer que ce résultat, assez incroyable, était déjà prévisible par la théorie en un claquement de doigts. Voilà, on continuera dans une prochaine vidéo la caractérisation des nombres de Piso. Là, c'était juste une petite parenthèse enchantée sur Van der Monde. Je propose qu'on démonte ce théorème de Piso, d'accord, qui est vraiment très instructif. Là maintenant, on a tous les éléments, qu'on a travaillé sur le système de Van der Monde. Si alpha est strictement supérieur à 1, bon, on peut mettre égal à 1, c'est bon. Lambda non nul, un réel non nul, donc ça c'est un réel, ça c'est un réel. On suppose que la suite géométrique lambda alpha n est presque entière, c'est-à-dire que quand on écrit an plus epsilon n compris entre moins 1,5 et 1,5, d'accord, la limite de epsilon n égale 0, donc cette suite géométrique à partir d'un certain rang va être presque entière. Eh bien, on suppose alpha racine d'un polynôme comme ceci, d'accord? Alors, il est à coefficient dans Z, ça veut dire que alpha est ce qu'on appelle un nombre algébrique, d'accord? Alors, attention, un nombre algébrique, ça veut dire que AR est un entier, ici il est non nul, mais ça peut être un entier quelconque, pas forcément inversible. Quand il est inversible, c'est ce qu'on appelle un entier algébrique. Alpha sera un entier algébrique. Et justement, on va supposer qu'il est irréductible, celui-ci, sur Z, alors alpha sera un entier algébrique. C'est-à-dire que forcément, AR sera inversible. Et tous ces conjugués, donc les conjugués sont les autres racines du polynôme irréductible dont il est racine, donc ce sont des complexes, sont de modules strictement inférieurs à 1. Donc on va supposer que alpha 1 c'est justement alpha, et que les autres c'est les alpha i de 2 à r. Alors on va attaquer la preuve, donc, bon, pour l'instant c'est assez tranquille. Je pars de cette égalité et je l'écris pour petit n, pour n plus 1 jusqu'à n plus r, d'accord, voilà, et je fais une combinaison linéaire avec les AI. Ce qui va faire, on va avoir le membre de droite, on aura AR, petit AR à grand A n plus R, jusqu'à A0 à n, ici, quand je vais faire ma combinaison linéaire. Pareil pour les epsilon, puisque c'est voisin, ici, est égal à lambda. Alors, quand on va faire la combinaison linéaire, étant donné qu'on commence par n, on peut remettre lambda alpha n en facteur, et ce qui va rester, c'est f de alpha. D'accord? Mais f de alpha, alors ce que j'appelle petit f, c'est ça, c'est ce polynôme. Mais f de alpha, par définition, ça fait 0. Donc, cette combinaison linéaire est nulle. Voilà. Donc, maintenant, c'est là que ça devient important. Comme ici, on n'a que des entiers. Les petits a, c'est des entiers. Les grands a, c'est des entiers. Donc, c'est des entiers. Et les epsilon n, ça tend vers 0. Donc, ici, comme tout ça, ça va être une série finie, d'accord? C'est une somme finie qui tend vers 0, donc forcément, et que là c'est entier, à un moment ça va être vraiment nul. Alors on sait qu'il va
exister un rang à partir duquel cette somme-là est toujours nulle, quel que soit petit n. Voilà. Bien, alors, donc ça veut dire qu'à partir de ce rang-là, la suite grand A indice n est une suite récurrente dont le polynôme caractéristique de cette suite récurrente linéaire, hein, j'ai oublié de dire, c'est petit f. Voilà. Alors, on connaît les suites récurrentes linéaires qui ont un polynôme caractéristique. Ça veut dire qu'on sait démontrer, c'est un grand classique, que AN est égal, pour un choix des lambda i, est égal à lambda 1 alpha 1 puissance n, plus etc., plus lambda r alpha r puissance n, pour certains lambda i dans C, a priori les lambda i existent dans C, d'accord? Donc on compare cette suite et celle-là, et je rappelle que alpha c'est alpha 1, d'accord? Et les autres c'est les conjugués, ce qu'on appelle les conjugués. On peut mettre lambda 1 alpha 1 puissance grand N en facteur d'un certain donc petit n, et on peut l'écrire grand N plus k. D'accord? Et donc ici, je mets en facteur lambda 1 alpha 1 grand N, et on a un alpha 1 k, pareil pour les autres, de sorte à ce que je puisse écrire de k égale 0 à r-1. Donc je commence par k égale 0 évidemment, mais je me limite à r-1 pour pouvoir écrire un système de Cramer. C'est bien un système de Cramer, parce qu'on peut le voir comme système avec inconnus. Donc attention, les inconnus ne sont plus les lambda i, mais les lambda i alpha i puissance n. D'accord? Bon. Et ici, la matrice, c'est la fameuse matrice de Vandermonde, et ça, c'est ce qu'on appelle le monde de droite qui là est à gauche. Voilà. Bon, alors, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo qui précède. Ce qu'on a vu, c'est que les inconnus, ici, on a changé de variable, de là à là, les inconnus vont vérifier que pour certains polynômes, ici PA et ici delta, pour certains polynômes, on va avoir delta alpha i de l'inconnu égale un certain polynôme PA de alpha i. C'est-à-dire que là, ici, ceci ne va dépendre que de alpha i, mais avec des polynômes dont on a vu qu'ils étaient à coefficient dans z, d'accord? Justement parce qu'ils dépendent de ces coefficients-là. Et lui, c'est un polynôme à coefficient dans z, mais qui en plus est linéaire en le membre de droite, c'est-à-dire les grands A. Voilà. Donc, voilà ici un résultat déjà intermédiaire. Et maintenant, on va rentrer dans là et on va montrer que d'abord, que alpha est un entier algébrique. C'est-à-dire qu'on peut choisir ce polynôme de sorte à ce que AR soit inversible, égal à plus ou moins 1 en quelque sorte. On y va, on va montrer que alpha est un entier algébrique. Donc je vous rappelle que alpha, c'est ce qu'on a nommé la première racine, alpha 1, de ce polynôme-là, qui est un coefficient entier. On pose mu égale delta de alpha 1, lambda 1, alpha 1, puissance n. Et on va regarder l'ensemble des z combinaisons linéaires des mu alpha k quand k parcourt grand N. L'ensemble des entiers naturels. Alors, on va appeler ça F. F, c'est un groupe, d'accord? C'est un groupe abélien, additif, un groupe additif, d'accord? Ce sont des combinaisons. Et comme les mu alpha k, d'accord? Donc c'est ça ici, d'accord? Pour i égale 1, d'accord? Ce sont des polynômes en alpha 1, si vous voulez, à coefficient entier, mais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans la vidéo précédente où on résout le système de Vandermonde, ces polynômes, on voit à l'œil nu qui sont de degré inférieur ou égal à r-1, r étant le degré de f, eh bien, on peut affirmer forcément que f est inclus dans
l'ensemble, donc c'est encore un groupe abélien, des Z combinaisons linéaires de 1 alpha jusqu'à alpha R-1. Mais ces éléments-là sont libres sur Z. Pourquoi? Parce que s'il y avait une relation de dépendance entre ces éléments, eh bien, cette relation de dépendance ferait qu'on aurait un polynôme qui annulerait, d'accord? Et donc, qui serait multiple du polynôme minimal de alpha, mais le polynôme minimal de alpha, c'est lui, puisqu'il est irréductible. Donc ce serait pas, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas avoir de combinaison linéaire ici non nulle là-dedans. Donc ici, on a une partie libre, et comme c'est une partie libre, bah, et génératrice, c'est une base. Et donc on a une Z base ici de ce qu'on appelle un Z module, un réseau, si vous voulez. Hein, c'est comme un espace vectoriel sur Z. Sauf que Z, c'est un anneau. Voilà. Donc ici, on a F qui est inclus dans Z puissance R, et là, c'est un résultat classique qu'on trouve souvent dans les problèmes d'agrég, soit c'est redémontré, agrég interne comme agrég externe, c'est redémontré, ou alors c'est admis. F, forcément, c'est un théorème, il possède une base. C'est une structure, on va dire, héréditaire hein, de Z et des anneaux principaux en général, que quand on est dans un Z-module libre, hein, ben, on hérite. Comme ici, il y a une base, ben, toute sous-structure va hériter aussi d'une base. Bon, voilà. Donc c'est F qui est isomorphe à Z puissance D, et on sait que D est inférieur à R, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver une base ici de F, et que cette base va être forcément de cardinal plus petite que R. Bon, comme dans les espaces vectoriels un petit peu, mais c'est un petit peu plus compliqué à démontrer, et c'est souvent admis. Maintenant, on va fixer cette base, et donc on va assimiler F à Z puissance D, et donc vous voyez bien, par construction, que F est muni d'un morphisme de multiplication par alpha. F est stable par multiplication par alpha. C'est pour ça qu'on a pris K dans N, ici. Et donc, on a ce morphisme, d'accord, ce Z morphisme, de multiplication par alpha. Comme il y a une base, on peut écrire sa matrice dans la base canonique de ZD, et on applique le théorème de Cayley-Hamilton, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique de M alpha annule M alpha. Voilà. Ce polynôme caractéristique, étant donné que la matrice dans la base ici, elle est à coefficient forcément dans Z, hein, puisqu'il n'y a que des éléments de Z là-dedans, eh bien, ce polynôme, il est unitaire, c'est un polynôme caractéristique, et à coefficient dans Z, et il annule M alpha. Mais, regardez, M alpha, si vous regardez M alpha, vous faites M alpha rond M alpha, ben, ça fait que vous multipliez par alpha, puis vous remultipliez par alpha. Donc ça fait par associativité que vous multipliez par alpha 2. Pareil, M alpha puissance K, ben, c'est M alpha puissance K. Et donc un polynôme ici de M alpha, de l'endomorphisme M alpha, ben, c'est la multiplication par le même polynôme, mais lui évalué en alpha. Donc ça veut dire que M, la multiplication de qui M alpha de alpha est égal à 0, d'accord, d'après ça. Mais comme on est on est dans un corps hein, qui est intègre, tout ça c'est plongé dans un corps, on est dans un monde intègre, le corps Q de alpha, et bien ici, forcément, qui de M, quitte à dire qu'on est plongé dans C, hein, qui de M alpha, alpha égale 0, parce que dire que la multiplication par un nombre est nulle, c'est l'application nulle, ben, ça veut dire que le nombre est nul. Hein. Donc maintenant, alpha, il est annulé par un polynôme unitaire, attention, de degré D, ça c'est de degré D, inférieur à R. Donc ça veut dire que comme qui M alpha et F sont tous les deux annulateurs de alpha et de degré minimal, eh bien, ils sont forcément égaux à une constante multiplicative près, et vu qu'ils sont tous les deux entiers, lui est irréductible, eh bien, ça veut dire que cette constante est forcément inversible, c'est plus ou moins 1. D'accord ? Voilà.
hein, parce que lui est unitaire, lui, bah, il ne peut pas être factorisé par quoi que ce soit puisqu'il est irréductible, même pas par un élément de z, donc forcément ici on a ça. Et entre parenthèses, hein, on récupère que d est égal à. Voilà. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait démontrer, alpha est un entier algébrique, et donc du coup, bah, AR est égal à plus ou moins 1, forcément. Alors, on va terminer en beauté en montrant que lambda est égal à lambda 1, on en discutera un petit peu, et que tous les alpha i, tous les conjugués de alpha, sont eux de modules strictement inférieurs à 1. Alors, je vais partir de l'égalité de départ, donc lambda alpha puissance n égale a n, cette espèce de partie entière en quelque sorte, plus epsilon n. Et a n, on avait développé la formule de a n avec les lambda i. Voilà, plus epsilon n. Voilà. Donc maintenant, bah, je passe ce qu'il faut là où il faut. Donc ça fait lambda 1 moins lambda facteur de alpha 1 n plus lambda 2 alpha 2 n plus lambda r alpha r n est égal à moins epsilon n. Voilà. Et donc ça va me faire un système exactement comme le système, hein, que j'avais avec les AN, sauf qu'ici j'ai exceptionnellement un lambda 1 moins lambda. Et donc ça veut dire que je vais avoir un peu les mêmes choses, mais à part que ici je vais avoir un polynôme qui va être lui linéaire en les moins epsilon, ou en les epsilon si vous voulez. Et que là, je vais avoir lambda i, oui, pour i allant de 2 à n, mais pour 1, il faut remplacer lambda i par lambda 1 moins lambda. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Je vais avoir un polynôme delta à coefficient dans z, delta de alpha 1 fois lambda 1 moins lambda alpha 1 puissance grand n, parce que ces égalités commencent à partir de grand n, hein, ça on le sait. C'est un polynôme en epsilon alpha 1, et donc ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, quand grand n tend vers l'infini. Pourquoi hein, ça tend vers 0 bah, parce que les epsilon, eux, ils tendent vers 0 et que c'est linéaire en les epsilon. Voilà. Et ici, pareil, avec delta de alpha i, j'adapte juste lambda i ici, alpha i puissance n, et là, pareil, ça va tendre vers 0. Donc, maintenant, bah, de la même manière que P était un polynôme de degré inférieur à R-1, petit delta, il provenait d'une certaine dérivée du polynôme f, il est aussi de degré inférieur à R-1, donc ça avait été vu dans la vidéo précédente, et c'est un polynôme non nul, donc ça veut dire que delta de alpha 1, lui, il est non nul, de la même manière que les deltas de alpha i sont tous non nuls. Si par exemple delta de alpha 1 était nul, ben, ça voudrait dire que delta annulerait alpha 1. Donc serait multiple de f, mais vu que son degré est inférieur à R-1, ben ça voudrait dire que delta serait le polynôme nul. Mais non, parce que delta n'est pas le polynôme nul, ça on l'a déjà vu. Alors donc ici, ça c'est non nul. Mais quand on multiplie tout ça, ça tend vers 0. Or, alpha 1, c'est alpha. Et on avait dit que alpha, lui, vous vous rappelez, c'est un réel, lui, qui est supérieur à 1. Donc ici, ça oblige lambda 1 moins lambda à être égal à 0. Donc lambda 1 est égal à lambda. Alors maintenant, dans la foulée, on fait ça. Alors, ici, c'est non nul pour la même raison. Et on a envie de dire que ça, c'est non nul. Comme ça, si on arrive à montrer que lambda i est non nul, alors alpha i puissance n tend vers 0, ce qui oblige alpha i d'être bien de module strictement inférieur à 1. Mais il faut quand même montrer que lambda i est non nul. Alors, pourquoi lambda i est non nul pour tout i? Alors regardez, c'est un petit raisonnement assez mignon. S'il existait un i tel que lambda i égale 0, je regarde, regardez, q de alpha i, son polynôme minimal, c'est petit f, donc q de alpha i est isomorphe à q de x quotienté par l'idéal engendré par f,
et c'est pareil pour alpha j. Ce qui fait qu'on a un isomorphisme, ici, de là vers là. Isomorphisme de quoi? Isomorphisme de corps. Voilà, parce que f est irréductible, je vous le rappelle. Ici, lambda i, étant donné que ce sont les mêmes polynômes qu'on a ici, si vous tirez lambda i de cette formule-là, vous avez exactement les mêmes polynômes. D'accord? Là et là. Ce qui veut dire que lambda i, comme polynôme en alpha i, c'est le même polynôme qui va nous donner lambda j comme polynôme en alpha j. Donc ce qui veut dire que par un morphisme qui a alpha i envoie, parce que cet isomorphisme envoie alpha i sur alpha j, alors n'importe quel polynôme de alpha i va être envoyé sur ce même polynôme en alpha j. Donc lambda i va aller vers lambda j. Donc si pour un i, lambda i était égal à 0, alors pour tous, ce serait égal à 0 aussi. Mais si pour tous, c'était égal à 0, on aurait an, je vous rappelle que il était égal à la somme des lambda j alpha j, à cause de la relation de récurrence, ben, il serait égal à 0, puisque tous les lambda j seraient égaux à 0. Mais an égale 0, c'est pas possible, parce que an, il est à epsilon près, égal à lambda alpha puissance n, lambda est non nul, et alpha, il est supérieur à 1. C'est un réel supérieur à 1. Donc c'est pas possible que an soit nul. Hein. Donc ça c'est absurde. Et voilà, c'est terminé. Pour tout i, lambda i est différent de 0. Donc forcément, alpha i est de module strictement inférieur à 1. Voilà, c'est terminé. Juste, je veux rajouter quelque chose. Cette formule qu'on a montrée gratuitement prouve que le lambda de départ, c'est-à-dire le premier terme de la suite géométrique qui était presque entière, eh bien, appartient forcément, comme c'est un lambda 1, à Q de alpha. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, dans la suite de Fibonacci, on avait vu que phi sur racine de 5 était un presque entier, phi n était une suite presque entière. Donc phi n est presque entier, ça c'est clair, mais pourquoi phi n sur racine de 5 est presque entière aussi? Ben, c'est lié au fait, c'est pas équivalent, hein, mais ça, forcément, ce 1 sur racine de 5 doit appartenir à Q de phi. Et oui, il appartient à Q de phi, parce que racine de 5, il est dans le corps engendré par phi, puisque phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. On n'aurait pas pu avoir racine de 3 ici, et avoir un presque entier. Voilà. Voilà, on a démontré le joli théorème de Piso, puis il y a encore d'autres choses qui nous attendent de la théorie.